prochaine. Bonsoir. Merci. On avait laissé avec, on va recommencer avec ça, la sincérité. Je me dis, souvent, je veux dire, le test qu'on se fait quand on n'a pas confiance en soi, bon, on va ouvrir avec des personnes qui ont un degré de sincérité peut-être semblable au nôtre. À ce moment-là, on ne prend pas de risque, dans le sens un peu comme tu parlais tantôt, que si on manque notre coup, on est certain que tu recules pas, tu te désénergises pas, comme on pourrait dire. Mais à cette heure, ce que tu parlais dans la première partie, c'est qu'il faut extendre ça beaucoup plus loin que ça, dans le sens de, je dirais pas d'énergifier ton environnement, mais de t'énergifier à même l'environnement. Là. Il y a quelque chose là, il y a à aller plus loin, beaucoup plus loin. Ben, disons qu'on va juste faire un petit retour sur la sincérité quand même. Okay. Hein? La sincérité, elle est de deux ordres. La première sincérité, c'est lorsque une personne essaie de voir si ce qu'elle a fait est en accord avec son concept. Okay. Ça, c'est être sincère avec soi-même. Mais cette sincérité-là, c'est une illusion, encore une fois. Parce que j'aurais pas dû voler, j'ai volé. J'ai pas été sincère avec moi-même. Ou encore, ben, il faut que tu fasses ce que tu veux faire pour être sincère avec toi-même. Ça, c'est pas nécessairement intelligent non plus. J'ai l'idée que je devrais faire ça, donc si je le fais, je suis sincère avec mon idée, avec mon concept. Mais le moi-même là-dedans, c'est pas rien qu'un concept. On n'est pas nécessairement sincère avec soi-même. Et la sincérité, ben, c'est aussi une forme de manipulation qu'une personne va va pouvoir se servir pour amener quelqu'un d'autre à ses idées. Essaie donc d'être sincère un peu, là. Ben non, soyons sincère avec toi-même, là. Tu vois bien que t'es pas sincère avec toi-même, là. Bon, alors c'est une forme de manipulation. La sincérité, c'est lorsque la personne, elle est capable, c'est bien simple, la sincérité. C'est simple, 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 trop simple. Lorsque tu es capable simplement d'accepter les choses que tu sais, les choses que tu sais pas, puis de discerner la croyance des choses que tu sais pas, qui essaie de transmuer ces choses-là en choses que tu sais. Lorsque tu es capable de savoir ce que tu sais sûr, puis ce que tu crois savoir, ou ce que tu ne sais pas, tu es sincère. Il n'y a pas d'autre sincérité. Par contre, être sincère avec moi, dans le sens où on l'emploie, c'est simplement que j'ai une conception morale, et je devrais agir selon cette conception, donc je suis sincère avec moi-même. Cette sincérité, Confucius en a parlé beaucoup. Il a parlé, lui, de l'intégrité, disons, et de l'honnêteté. Être sincère avec soi-même et être sincère avec les autres. Ou être honnête. Mais encore là, c'est une forme morale hautement développée, mais qui, encore là, disons, chez une personne qui se conscientiserait ou dans l'étape actuelle de l'évolution de la, disons, au moins de la salle ici, d'une grosse partie de la province de Québec, la sincérité conceptuelle ne devrait plus avoir lieu. Je suis sincère avec moi-même parce que je sais ce que je sais ce que je ne sais pas. Donc, je suis capable de croire, de découvrir ce que je crois savoir, mais je sais que je ne l'ai pas expérimenté, donc je suis sûr que c'est vrai, mais en réalité, je sais que je ne le sais pas. La réincarnation, j'y crois, mais je ne le sais pas. Dieu, j'y crois, mais je ne le sais pas. La vie après la mort, j'y crois, mais je ne le sais pas. Ça, c'est la sincérité. Ma femme me trompera jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Mon mari ne me trompera jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Mes enfants se drogueront jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Je ne fumerai jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Je ne me droguerai jamais, j'y crois, mais je ne le sais pas. Alors, si on est capable d'être sincère avec soi-même, on a déjà un mot, t'as 10 gros paquets de problèmes qu'on élimine. Parce qu'on n'est pas obligé de toujours essayer d'être sincère avec soi-même. C'est-à-dire essayer de partir, « Ah, mais j'ai toujours dit que je ne fumerais pas, fait que là, je ne peux pas commencer à fumer. » Mais il n'y a pas question de sincérité avec toi-même à ce niveau-là. Il y a question de conflit avec toi-même. La sincérité, c'est de discerner ce que tu sais de ce que tu ne sais pas. En ce qui concerne la confiance, la sincérité, c'est lorsque la personne est suffisamment donc sincère en ce sens qu'elle sait ce qu'elle sait et elle sait ce qu'elle ne sait pas. Et elle n'essaie pas de colorer ce qu'elle ne sait pas pour lui donner l'image d'un savoir ou d'une connaissance certaine. Et cette personne, elle arrive donc à pouvoir être humble, réellement. Elle est capable d'être confiante en elle, donc en l'extérieur, dans tout. Si je meurs. Ça, c'est une chose que je sais. Donc, je me rapproche de la confiance. Et tant que je ne serai pas mort, je vais vivre. Ça aussi, c'est une chose que je sais. Mais tout le reste qui englobe ça, ce sont des spéculations
qui ont une bonne base, qui peuvent être corrects, qui peuvent servir à quelque chose, mais qu'on ne doit pas transmuer en savoir certain tant qu'on ne l'a pas expérimenté. Et si on veut parler de réalité, une chose qui est expérimentée est certaine pendant l'expérimentation, mais elle ne l'est plus après l'expérimentation. Donc, l'intégrité, la sincérité réelle, la sincérité sincère, c'est une sincérité qui ne se cultive pas elle non plus, qui ne se recherche pas. Les vertus, ça ne se cultive pas. Tu les as ou tu ne les as pas. Mais ça ne s'attrape pas non plus, c'est pas contagieux. En réalité, tu les as, mais ils sont bien camouflés. Faut éliminer les choses. La petite trie sur le dessus avec. En quoi peut être néfaste la confiance en soi nourrie de l'extérieur si cette approbation renforce une confiance propre à notre nature non égoïque, réaliste? C'est que si cela renforce quelque chose en soi, c'est parce que ce que nous avons ne nous appartient pas, mais il appartient à l'extérieur. Et tant que cela appartient à l'extérieur et donc pas à nous, nous ne pouvons pas le contrôler. Donc, ce n'est pas sécuritaire. Ce n'est pas certain. Ça ne restera pas là toujours. Et en plus, étant donné que cela nous énergise, si cela énergise ta lucidité et non pas ta confiance en toi, il n'y a aucun problème. Tu vas voir plus clair. Mais si cela énergise ta confiance en toi, tu risques d'être encore moins lucide, parce que plus certain. Il y a un voleur dans la maison. Ah, mais je l'ai vu par l'œil, il y a l'air tout petit. Aucun problème. L'extérieur vient t'énergiser. Moi, sauter dessus, il n'y a rien là. Tu rentres en dedans, puis il est tout petit, mais l'autre à côté, c'est un corps arrière d'une équipe de football. Avec tout son équipement en plus. C'est celui à clous. Alors, toi, tu étais certain. Et si tu continues à être certain, ben, tu vas être de moins en moins lucide. À un moment donné, tu risques plus de l'être pantoute d'ailleurs. Tu te retrouves de te réveiller à l'hôpital. Tu ne te réveilles pas mort. Alors, ce qui arrive, c'est que donc, cette énergisation, elle est dangereuse. Pourquoi? Parce qu'elle fait office de lunettes fumées, de voile. La personne ne peut pas être lucide. Si l'extérieur énergise ta lucidité, cela veut dire que l'extérieur ne te donne pas le goût de le faire plus rapidement, ne te sécurise pas, ne te donne pas plus de confiance, elle ne fait que te donner une vision. La confiance en soi, elle ne se cultive pas. Je pense l'avoir dit, hein? Bon. Cela veut dire qu'on ne peut pas avoir une confiance en soi A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Tu as une confiance en toi qui ne peut pas être énergisée. Si elle peut être énergisée, ce n'était pas une confiance que tu avais. Tu avais besoin pour avoir confiance de plus d'énergie. Donc, tu es dans l'illusion énergétique, et cette illusion énergétique peut, quelle que soit sa dose, mais c'est plus grave, plus c'est dosé, c'est-à-dire que plus il y a d'énergie qui la dynamise, elle va automatiquement t'empêcher de voir clair. Alors, si c'est juste un petit peu d'énergie qui vient te stimuler, c'est mauvais. Ah, c'est mauvais. Mais ce n'est pas nécessairement dangereux, parce que tu vois quand même assez clair. Mais plus cela vient, et ça, c'est un phénomène psychologique, donc émotif, qui s'énergise tout seul facilement. Alors, je me sens un petit peu énergisé, je vois plus clair, puis je trouve que j'ai raison. Fait que je me sens encore plus énergisé, je vois un peu moins clair. Parce que là, je suis sûr. Puis là, je regarde, c'est évident. Je suis encore plus énergisé, je vois encore moins clair. C'est ça qui est le danger. C'est toujours mauvais, c'est pas nécessairement dangereux, mais ça amène facilement au danger. Lorsqu'une personne est certaine d'elle, regardons par exemple les professionnels. Ceux qui se blessent, ce sont les néophytes qui commencent, par exemple, dans un chantier de construction ou comme conducteur de véhicules d'urgence. Ceux qui vont se blesser, ce sont les premiers, ceux qui commencent, qui n'ont pas assez de confiance en eux, c'est-à-dire qu'ils ont une confiance dans le fait qu'ils sont pas capables. Oui, c'est rien de confiance, alors je vous l'ai dit, mais c'est une illusion, c'est une farce. Sérieuse. Donc, elle peut avoir un accident parce que cette insécurité l'empêche de réagir. Donc, son énergie, au lieu d'être placée dans l'efficacité, il est placé dans l'alimentation du fait que tu n'es pas prête. Et selon ta psychologie, moi j'ai besoin de 5 ans d'apprentissage, moi j'ai besoin de 2 semaines, moi j'ai besoin d'une heure, va faire en sorte que ça va te prendre le temps que tu vas avoir décidé. La personne qui est professionnelle, qui s'en va bien sûr d'elle, pas de problème. Elle aussi, elle a des accidents. C'est entre les deux qu'on a le moins d'accidents.
Autant sur les chantiers de construction, sur les bateaux, dans les forces armées, dans n'importe quel genre de choses. La personne qui est couturière, c'est rare que la nouvelle va même se coudre le doigt avec le linge. La professionnelle va être bien plus sujet à se faire blesser. Parce qu'elle est moins attentive, parce qu'elle est certaine, parce qu'elle voit moins clair. Elle est donc énergisée, elle a confiance en elle. Mais une confiance qui est reliée à l'expérience, et l'expérience, c'est une chose qui n'a rien à voir avec l'énergie créatrice, donc qui n'a rien à voir avec la confiance réelle. Alors elle a confiance et elle a un accident. Par après, elle sait par expérience qu'elle a déjà eu un laps de temps sans accident, donc elle a appris, et là, elle fait attention. Donc elle n'a plus confiance, ce qui lui donne la confiance réelle. Mais se faire énergiser, ça c'est simplement que si tu as une confiance qui peut être énergisée, c'est que cette confiance-là est l'illusion d'une confiance réelle. Et cette confiance a besoin d'énergie, elle a besoin d'être nourrie. La confiance ne se cultive pas, donc elle ne se nourrit pas. C'est pourquoi c'est dangereux. Ce qui arrive, c'est que nous, on a une tendance, disons, qui est dangereuse, d'essayer de prendre une personne qui n'a pas confiance en elle, et au lieu de lui faire voir les choses comme elles sont, on essaie de lui faire voir comme elles ne sont pas, mais à l'opposé. Donc, on lui donne confiance. Voyons donc, t'es capable, y a rien là, n'importe qui peut faire ça, t'es capable moi-même, t'es capable toi aussi. Si tu manques ton coup, c'est pas plus grave que ça. Tu dis ça en sachant très bien que toi, si tu manquerais ton coup, ce serait grave. Peut-être pas sur le moment, mais on est tous dans cet état-là. Et on essaie d'énergiser. On prend de notre énergie et on essaie d'en faire l'énergie de la personne. Là, la personne a confiance en elle tant que tu es là pour la soutenir, tant qu'elle a sa drogue. Mais à un moment donné, ça tombe. Combien de personnes trouvent le courage dans une bouteille? Mais ils en ont besoin. Alors, la confiance réelle, c'est sûr que présentement, si tu as peur de sortir du salon à la fin de la conférence, bon, 2-3 petits tapes sur l'épaule, puis un petit coup de pouce, ça va t'énergiser. Mais ça va t'énergiser juste suffisamment pour te monter du degré négatif au degré presque neutre. Ou un petit peu en haut. Mais il ne faut pas j'en mettre plus que ça. C'est dangereux en crime. Que tu sois bien confiant, que tu sortes, tu te casses une jambe en sortant, simplement parce que tu n'as pas regardé les escaliers. Et là, tu vas te dire, ben là, c'est à cause que je savais que je n'étais pas capable de sortir. Ça n'a aucun rapport. L'homme interprète comme ça lui plaît. La personne qui est bien confiante en elle, chaque fois que les occasions, que les événements de la vie lui donnent raison, elle se dit, elle se motive. Mais elle a autant de problèmes, donc de choses qui ne fonctionnent pas, que l'autre qui, chaque fois que quelque chose ne fonctionne pas, se motive à se dire, je savais que je n'étais pas capable. Et elle a autant de réussite que celui qui réussit. Mais elle est énergisée par ce qui ne va pas, au lieu de l'être par ce qui va. Mais ces deux personnes ont le même genre de phénomène, et à un moment donné, par attraction énergétique, la personne qui se sent inférieure recherche toutes les choses qui peuvent lui prouver qu'elle est inférieure, tandis que la personne qui se sent supérieure recherche toutes les choses qui vont lui prouver qu'elle est supérieure. Encore là, c'est un jeu de l'ego qui tend à se flatter. Moi, j'ai raison, je suis un cave. Tu te flattes. Puis moi, j'ai raison, je suis meilleur que tout le monde. Je me flatte. Il faut bien voir là le même mécanisme qui s'exprime différemment. Mais c'est pas à l'expression de quelque chose qu'on en connaît réellement le fondement. La personne qui s'énergise un petit peu par l'extérieur, elle tend, non pas qu'elle a une tendance, mais elle tend inconsciemment à s'en aller vers cette sécurité fallacieuse, une sécurité qui te dit qu'il n'y a aucun problème, que tout va bien et que tu es sûr d'être sûr. Et quand tu es sûr d'être sûr et que tu peux même être sûr d'être sûr d'être sûr, bref, toutes les fois que ça, on peut l'énergiser un peu plus, il y a un gros danger. Tu es dans la sécurité de la psychologie, donc elle colore la lucidité, tu peux pas voir. Alors, encourager juste quelqu'un pour le forcer à faire quelque chose pour l'expérimente, c'est pas nécessairement mauvais. Mais il faut pas l'encourager de façon à ce qu'il soit déçu s'il manque son coup. Et il faut pas non plus mettre notre confiance dans quelqu'un d'autre. C'est vraiment un exemple parfait d'insécurité, ça, mettre notre confiance dans quelqu'un d'autre. Moi, je suis pas capable, mais lui est capable. Puis si lui réussit, c'est moi qui réussis. C'est ça, mettre sa confiance dans un autre. Alors, il faut faire attention. Avoir confiance en quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Mais avoir confiance, en nous, et donc en l'extérieur automatiquement,
c'est autre chose. Est-ce qu'il y a beaucoup d'expériences, à part des expériences de survie, là, qui vont permettre d'énergifier la lucidité, comme tu parlais? Ben oui, toutes les expériences peuvent permettre d'énergiser la lucidité mentale, sauf que l'ego ne doit pas transparaître pour essayer d'absorber cette énergie pour pouvoir s'en nourrir. Si moi j'arrive à un moment donné, puis ça arrive souvent que je vais le dire à des personnes avec qui je travaille, tu t'améliores. Puis ce que tu fais là, c'est réellement bien fait. Oh non, mais non, je dis pas ça pour te complimenter, je te dis que je constate quelque chose. Je parle à son mental, mais son ego est là, oh non. Es-tu content que j'ai dit? Parce que j'ai dit, t'as raison, c'est vrai, t'es pas si bon que ça. Ah là, tu es frustré. Alors, l'ego est là parce que l'ego se sent flatté, puis évidemment, il a appris à être humble. L'ego. Alors, ce qui fait que, c'est pas mal bon, ça. Bon, non, c'est pas, on n'a pas qui aurait pu faire ça. C'est vrai, on n'a pas qui aurait pu faire ça. C'est pas si bon que ça, je m'excuse, tu t'en vas. Savoir ce qui va se passer. Mais quand tu t'adresses au mental de la personne, l'ego n'a rien à foutre là-dedans, je constate que ce que tu viens de faire est parfait. Quand on dit parfait, on s'entend, mais je veux dire, c'est très bien fait. Personne, ouais, c'est vrai, j'ai très bien réussi ce coup-là. Elle se vante pas. Si on communique mentalement, il n'est pas question de vanter. On est humble. Ce que tu fais bien, tu le fais bien, merde, c'est tout. Mais il n'y a pas question de vantardise ou quoi que ce soit. Par contre, la personne qui peut tout faire, mais qui ne fait rien, se vante. Puis la personne qui fait bien et qui va le dire, se vante. Mais comment tu conduis, toi? Je conduis très bien. Ensuite, t'atroses pas. Mais si elle dit je conduis très mal, t'atroceras pas plus. Fait qu'est-ce que tu veux savoir? Quand je travaille avec des personnes, plusieurs fois, je vais leur dire que ça, c'est correct. Ou encore, ils sont prêts à faire certaines choses. Mais leur ego agit, parce que on a toujours l'impression qu'on s'adresse à l'ego. Mais moi, je ne m'adresse pas nécessairement à l'ego d'une personne. Normalement, le monde communique d'un ego à l'autre. Donc, l'ego, une fois qu'on parle à la forme, il a l'impression qu'on lui parle à lui. Fait qu'il se montre la face. T'es intelligent, pas tant que ça. Non, toi, t'es pas intelligent, pas que je parle. Toi, t'es intelligent. Je parle au mental. Mais l'ego, évidemment, qui se pense le mental, puis tout le kit, ne comprend pas. Mais en fait, ça, c'est autre chose. Alors, ce qui arrive simplement, c'est qu'on peut encourager, mais à un moment donné, on a des choses réelles. Énergiser légèrement, c'est pas mauvais, il faut faire attention, mais constater certains faits, faut les constater. Évidemment, quand tu le constates, l'ego embarque, ce qui fait que les encouragements, il faut faire attention. Parce que sinon, on énergise la personne, on lui donne une confiance en elle, qui est une illusion de confiance. Ceux qui entraînent, par exemple, des équipes sportives peuvent le savoir. Allez pas dire à une équipe, sauf avant une partie, allez pas dire à une équipe qu'ils sont les meilleurs du monde. Pendant l'entraînement. Avant la partie, peut-être. Parce que là, ça fait juste dynamiser ce qui lui manque. Mais si l'équipe est bien convaincue qu'ils sont les meilleurs du monde, c'est sûr de perdre tes parties. Parce qu'ils sont trop sûrs d'eux autres. Alors, il faut suffisamment les engueuler. D'ailleurs, c'est ce que les entraîneurs font. Hein? Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est qu'on a toujours l'ego qui vient se présenter la fraise. Et puis, on peut, de temps en temps, et ça, c'est bon. Maintenant, quand vous le faites, c'est d'essayer de bien savoir à qui vous vous adressez quand on parle à quelqu'un. Et lorsque l'on parle à l'intelligence de la personne, on peut dire des choses. C'est évident que l'ego va venir s'en servir. Mais on peut aussi parler à l'ego. C'est pas compris par tout le monde, par exemple. Une question ici. Est-ce que la confiance en la réussite de quelque chose ou d'obtenir quelque chose peut influencer les événements pour réaliser l'objet désiré? Ou, il y a une deuxième partie qui suit la première. Est-ce que les formes pensées peuvent aider à obtenir des choses et ainsi acquérir la confiance? Bon. Acquérir la confiance, je pense encore une fois l'avoir dit, que la confiance ne se cultivait pas. Et c'est un mécanisme qui est authentique. Je le répète souvent juste pour que vous me compreniez et pas pour que vous me croyiez. Parce que si vous me croyez, vous allez avoir confiance en moi et vous n'avez rien compris encore une fois. Ce qui arrive simplement, c'est que les formes pensées, l'égrégore, c'est que croire en quelque chose, on a déjà parlé un petit peu de ces mécanismes-là. Si je crois en quelque chose, j'énergise un égrégore qui s'appelle la croyance en quelque chose. Cela n'amènera pas nécessairement l'expression de la chose. Si j'ai une idée,
que j'y pense suffisamment pour, disons, la dynamiser, créer une forme pensée, un égrégore, je dois automatiquement l'oublier après. Et peut-être que de temps en temps, je peux y revenir juste pour la supporter. On a déjà vu dans des conférences antérieures comment ce mécanisme-là fonctionnait, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Mais le gros problème, c'est que l'homme, la femme qui désire quelque chose, avant que cette chose se concrétise, elle a le temps de changer de goût et de changer d'idée. Et quand la chose apparaît, c'est pas ça qu'elle voulait. Et la majorité ont tellement de désir qu'ils n'arrivent pas à penser à la chose et à l'oublier. Ce qui fait qu'ils suivent la chose continuellement avec leurs désirs et leurs idées et leurs goûts. Donc, la chose, elle est transformée parce que leur transformation à eux autres, et lorsqu'elle aboutit, ben, elle ne ressemble pas nécessairement à ce qu'ils ont voulu. Et il y a une autre chose avec, c'est qu'il faut faire bien attention de donner une forme pensée. Parce qu'on ne connaît pas les mécanismes du karma qui vont sous-tendre l'expression du désir transmis sous forme pensée. Alors, ce qui va arriver, c'est que moi, je désire, par exemple, avoir un contact parfait avec mon enfant. C'est un exemple que je donne qui peut faire comprendre peut-être ce que je veux dire. Et je n'arrive pas à communiquer avec, donc, puis il est jeune. Alors, j'énergise. À un moment donné, je m'en vais faire une commission avec, et lorsque je reviens, ma maison brûle, ma femme et le reste de la famille sont morts. Mais c'est la réponse à ce que je voulais. Mais maintenant, je vais avoir plus de relations avec mon fils. Mais le reste, je ne l'avais pas entrevu. Mais pour obliger une transformation énergétique, ben, il a fallu qu'on passe une bonne charrue. Et les roches que tu voulais pas qu'ils s'en aillent dans le fossé, partent dans le fossé avec, pour que tu aies le chemin que tu voulais. Et ça, c'est le gros problème des formes pensées. Je veux gagner à la loterie, une fois que je gagne, ben, ce que cela a fait, si j'ai projeté, donc j'ai énergisé la forme pensée de façon à voir ce que je voulais, mais qu'est-ce que cela a fait pour me donner ce que je voulais? Ça, ce sont les effets karmiques, les effets secondaires qui reviennent. Et ça, on n'en est pas conscient. C'est pour ça que c'est dangereux, disons, de faire une projection, parce que réellement, l'homme ne sait pas ce qu'il veut de prime abord, et en plus, l'homme ne connaît pas les conséquences de ce qu'il demande. Je veux avoir un chien, mais quand je sors, je ne veux pas l'avoir. Quand je vais camper, je ne veux pas l'avoir. Quand j'ai des invités qui sont allergiques, je ne veux pas l'avoir. Quand je suis seul et je m'ennuie, là, je veux un chien. Mais non, si tu as un chien, il va être là. Tu n'auras pas le choix. Tu pars pour 24 heures, ben, si tu penses qu'il faut que tu le fasses garder, il faut que tu le fasses garder. S'il a fait des dégâts dans la maison, il faut que tu t'arranges. Tu pars pour un mois, ben, tu as ton problème de chien. Ou tu as ton chien de problème, enfin, un ou l'autre. Mais ce qui arrive, c'est que la personne, elle désire quelque chose, mais elle n'envisage pas l'entourage de la chose. Pour ça que c'est la confiance en la réussite, c'est s'évertuer à découvrir la déception. Penser que l'on peut réussir, ce n'est pas avoir confiance, c'est avoir confiance en la vie. Donc en soi et en l'extérieur. Il y a des possibilités que je réussisse. On verra. Mais j'ai confiance pareil. Il y a une confiance mentale qui est la conséquentialité de ce que l'on fait, donc connaître les conséquences, et il y a une confiance psychologique qui, elle, se fout des conséquences puis espérer qu'on va l'avoir malgré n'importe quoi. Tu sais, à un moment donné, quelqu'un est malade, puis je serais prêt à donner mon bras pour qu'il s'en sauve. Ben, t'es énergisant maudit, là. Mais s'il est guéri, puis dans un an, t'as un accident de char, tu t'arraches le bras, tu comprendras pas pourquoi ça t'arrive. Puis là, quelqu'un va venir te dire, tu sais, t'as déjà dit que tu perdrais ton bras si la personne guérissait. Tu l'as perdu. Réjouis-toi. Tu te fais, bon, non, tu crois à ça, ces maudites niaiseries-là? Tu sais, il y a bien des choses que l'homme ne sait pas d'improjection, de ce que ça peut amener comme effet karmique. C'est bien important. Exactement comme on est une famille de 7. Oh, ce soir, je sors rien avec toi, viens-t'en, les autres. Ben, karmiquement, il se passe quelque chose. Dans l'égrégore, dans la forme pensée, à travers tout ce qui aurait une possibilité, on en choisit une, puis on se fout des autres. Mais elle, en passant, crée un tourbillon qui va venir à un moment donné te rejoindre. Et ce tourbillon-là, tu le veux pas. Il fait partie de ce que tu voulais. Plusieurs recherchent l'initiation, mais sont initiés à cœur de jour. Puis à cœur de jour, ils recherchent la paix. Ils veulent plus l'initier. C'est-à-dire qu'ils veulent plus souffrir, ils veulent l'initiation.
Ils veulent la facilité. Mais pour avoir la facilité, il faut que tu abandonnes tout ce qui est nuit. Puis cet abandon-là va te faire souffrir, tu y tiens. Donc, tu ne peux pas avoir la facilité sans souffrance. Alors, ce qui fait que c'est extrêmement dangereux d'essayer de projeter quand ce n'est pas le mental qui entrevoit des futurs possibles et tant que ce n'est pas le mental qui voit. Mais l'ego va dire, ah, c'est mon mental qui voit, fait que je peux projeter. C'est le gros problème. Tant que tu n'as pas le discernement entre l'astral et le mental, il y a un gros problème. Il va être résolu par l'initiation. Vous allez finir par comprendre. Vous allez souffrir pour ça, mais vous allez finir par comprendre, c'est immanquable. Qu'est-ce qui fait qu'un enfant a une confiance en lui à comparer à un autre, probablement que la personne voulait dire qu'il n'a pas confiance en lui? Ça dépend de l'éducation, parce que tous les enfants de prime abord ont confiance en eux. Ils ont des souffrances, ils ont des recherches, ils ont certains besoins, mais ils ont confiance. Et quand je dis ils ont confiance, cela ne veut pas dire qu'ils espèrent. Ils n'espèrent pas, ils ont confiance. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas, ils n'ont pas peur, ils n'ont rien. Ils ont certaines souffrances, donc à un moment donné, ils vont avoir peur de manquer de nourriture, c'est-à-dire qu'ils vont pleurer quand l'estomac gargouille un peu pour avoir une tétée. Bon, ça c'est un enfant assez jeune, évidemment. Mais lorsqu'il est bien éduqué, en tout cas. Et puis, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que selon l'éducation de l'enfant, donc selon la manière que les parents s'y sont pris pour pouvoir enseigner la déception à l'enfant. On a une société de compétition. Et non pas, ça a été intelligent, mais on devrait avoir une société qui vise surtout le résultat, l'efficacité, mais hors compétition. Moi, je suis efficacité en ce sens que j'exprime au maximum ce que je peux exprimer. Mais je ne dois pas essayer d'exprimer la même chose que toi ou autant que toi. Si toi, tu es un canal supérieur pour exprimer, t'exprimes plus. Mais si moi, j'exprime 100% de ce que je peux exprimer, puis toi 20%, je suis plus efficace que toi. Il n'y a pas de compétition. Mais vu qu'on est dans un domaine de compétition, un domaine de punition, un domaine qui ne demande pas à l'individu d'être ce qu'il doit être, mais d'être un rouage d'un gros mécanisme, automatiquement, on essaie de prendre le meilleur rouage pour que le mécanisme fonctionne au maximum. Donc, on a un mécanisme de compétition et automatiquement, on apprend à l'enfant à être déçu. Parce que la déception, c'est une base de l'enseignement de la culpabilisation et la culpabilité, c'est l'outil parfait de l'éducation occidentale pour essayer de forcer quelqu'un à devenir ce qu'il ne devrait pas être. Alors, tu devrais avoir des remords, tu devrais être déçu, mais évidemment, si la personne n'est pas déçue, elle n'aura pas de remords. Fait qu'on commence par faire en sorte que, moi, j'ai vécu, tu étais capable. Mais là, je vois bien que tu n'es pas capable. On attaque l'image pour instruire la déception chez l'ego, pour qu'en fin de compte, l'ego puisse finir par faire la relation entre l'échec et la déception, et l'agression de son image, pour qu'à un moment donné, il finisse par être suffisamment éduqué pour pouvoir faire lui-même sa culpabilisation sans qu'on ait à s'en mêler. On n'a plus besoin de dire qu'il n'est pas bon, il sait qu'il n'est pas bon. Alors, ce qui fait qu'il essaye quelque chose, il a confiance en lui, parce qu'il a été éduqué. Il n'a pas encore été éduqué au niveau de la déception, il a été éduqué soit parce que les parents étaient suffisamment intelligents pour essayer de nourrir chez lui quelque chose qui empêcherait la prolifération des phénomènes astraux qui vont empêcher la personne d'être confiante en elle, ou soit encore que dans les domaines présentement où on la connaît confiante, elle est énergisée pour être confiante. Mais elle ne sera pas nécessairement confiante dans toutes les situations, dans le jour de l'enfant. Alors, ce qui fait que ça dépend simplement de l'éducation et on va essayer de forcer la personne à faire une relation entre l'atteinte de son image et l'échec. Avant ça, on va bâtir l'image. Et que t'es beau, et que je t'aime, et que t'es fin. On bâtit l'image. Et ça, ce n'est pas correct. On exprime notre propre plaisir, oui, je veux bien croire, mais on bâtit l'image. Parce qu'à un moment donné, t'es bien pas fin aujourd'hui, t'attaques l'image. Vu que tu attaques l'image, il devrait se sentir déçu. C'est-à-dire qu'il se sent attaqué, donc il va essayer de s'arranger pour que l'extérieur ne l'agresse plus, donc il va essayer d'être fin. Même s'il n'en pas l'intelligence d'être fin. Il envoie la sécurité, en tout cas. Donc, on bâtit l'ego, on bâtit l'image, et à partir de là, on va essayer, à partir de l'échec, d'enseigner la déception pour pouvoir enseigner la motivation, pour pouvoir enseigner l'encouragement, pour pouvoir enseigner la conquête, la compétition, et enfin, l'enfant va être heureux quand il va avoir tout réussi, ce qu'il va avoir voulu entreprendre, etc. Tout le monde sait que tu ne peux pas réussir ce que tu veux entreprendre, donc en partant, on l'éduque pour qu'il soit malheureux. Donc, l'enfant qui a plus confiance,
c'est simplement au niveau d'éducation, l'enfant qui a moins confiance, ça a simplement rapport à l'éducation. Et l'éducation est vibratoire de premier abord, c'est-à-dire que ça dépend évidemment du contexte familial, de comment les parents fonctionnent, de comment les parents vont. Tu sais, lorsque l'enfant est pris par le père, puis le père a peur de l'échapper ou de l'étrangler, ben l'enfant il perçoit une insécurité, mais pas lui, l'autre. Il apprend déjà à sentir certaines formes d'énergie. Lorsque la mère le couche dans le lit, puis qu'elle la regarde, puis qu'elle a peur qu'il arrête de respirer pendant le sommeil, il perçoit les choses. On commence rapidement à éduquer les enfants pour les amener à être des personnes facilement malléables, des personnes qui vont se culpabiliser, qui vont manquer de confiance en eux. Tu as besoin, regarde, tu as des annonces des commerciaux qui essaient de viser justement cette confiance. La majorité des commerciaux, de toute façon, vont, entre plusieurs critères, essayer d'enseigner celui-là. Où tu vas te sentir fort, fier, rapide, beau, en tout cas, etc. Tu vas te sentir en sécurité. Alors la personne ou l'enfant qui a plus confiance, ça a rapport à son éducation et au contexte, et l'enfant qui a moins confiance, ça a le rapport aussi à ça. Sauf si les parents sont dans une confiance intégrale et correcte, avec une énergie mentale pour pouvoir être efficace, ben là, l'enfant, évidemment, peut avoir une confiance qui peut. Il sait qu'il peut manquer, il sait qu'il peut réussir, et il accepte les deux. Ça, la confiance. C'est pas de se dire, on va réussir. Ça, c'est pas être confiant. C'est d'être illusionné par une idée de confiance. C'est pas ça être confiant. C'est d'accepter comme que c'est. C'est être confiant. C'est comme ça. C'est aussi être lucide. Y a-t-il une différence entre l'émotion et le sentiment? Puis la personne demande aussi qu'est-ce que la compassion? Le sentiment, c'est une émotion qui n'est pas tout à fait exprimée nécessairement, c'est-à-dire c'est une émotion qui s'exprime à l'intérieur, qui est en train de bouillonner, et selon l'énergie du sentiment, il va devoir s'exprimer en émotion. Par contre, le sentiment, c'est quelque chose qui peut être aussi une énergie mentale. Donc, la personne qui se conscientise, qui finit par être mentale, n'a plus d'émotivité. Par contre, elle a des émotions parce qu'elle a des sentiments, c'est-à-dire qu'elle est capable de percevoir dans son astral, donc dans son schéma émotif, l'émotion de l'autre. Donc, elle est capable de percevoir, par exemple, la souffrance de quelqu'un. Mais si elle est mentale, cette souffrance de quelqu'un sera perçue, analysée, comprise. On se rapproche de la compassion, mais ce n'est pas cela. Sera comprise, mais ce sentiment ne sera pas vécu ou expérimenté par la personne qui perçoit le sentiment. Le fait de regarder quelqu'un qui souffre te fait souffrir. Ce n'est pas de la compassion, c'est de la manipulation. Le fait de regarder quelqu'un qui souffre, dans sa psychologie ou dans sa matière physique, ou etc., et de comprendre son handicap, le mécanisme qui l'amène à souffrir, mais pour le comprendre, il faut que tu aies toi-même compris les propres mécanismes qui t'amènent à souffrir. On parle d'une personne mentale, donc une personne qui est assez avancée sur le chemin de la conscientisation. Elle va être capable de regarder, par exemple, quelqu'un qui souffre de la faim, et de dire, en la regardant, et ça c'est la vraie compassion, ben il n'y a rien à faire. Parce qu'il n'y a rien à faire. Alors tu t'en fous. S'il y a quelque chose à faire, tu regardes, tu observes encore, tu perçois les mécanismes qui la font souffrir et qui l'amènent et qui la tiennent où elle est, tu les perçois, ils ne te touchent pas. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas s'incruster comme expérience dans ta mémoire. Tu t'en rêveras pas le soir. Okay? Tu vas être capable, une fois que tu as réglé ça ou oublié ça, de travailler sur d'autres choses. C'est ça qu'il faut être. Alors là, si tu observes, tu vois les mécanismes, tu vois que tu pourrais, en intervenant, corriger certaines choses. C'est de la compassion authentique. Pas la compassion béate. C'est pas ça la compassion. Il souffre, t'en parles à tout le monde, t'essayes de communiquer ta souffrance à tout le monde, pour énergiser tout le monde. Ça règle rien. Ça fait que le monde, ben, pour se sentir correct, prenne un peu de leur bourse pour envoyer le bord du mur, pour se dire, ben au moins j'ai fait ma part. C'est juste ça que ça stimule. C'est bon tant que personne ne peut comprendre, au moins ça envoie un peu d'argent à l'autre bord, mais ça règle rien. Si tu as une compassion authentique, tu observes, tu peux faire quelque chose, tu le fais. Et lorsque c'est fait, tu t'en vas. S'il faut que tu sois brutal, tyrannique, tu l'es. C'est de la compassion. C'est de l'éducation. Tu vois ce que tu veux faire. Tu connais les conséquences de tes actes. Fou d'être jugé par l'autre de telle ou telle manière. Tu es humble de toute manière quand tu deviens mental. Alors, ce qui fait que l'émotion, c'est la même chose, c'est l'expression, disons, d'un sentiment.
Mais le sentiment peut être de deux ordres. L'émotion, elle est seulement astrale, elle peut par contre être régie par le mental. L'émotivité, elle est astrale et elle est régie par l'astral. Mon émotion va me permettre de pouvoir observer que telle chose est extraordinaire. L'émotivité va comparer la perception avec la mémoire et le désir et va aussi me permettre de dire c'est laid. Ce que l'émotion régie par le mental ne pourra jamais permettre. Parce que chaque chose est comme telle extraordinaire. Mais il faut la voir à partir d'une émotion régie par le mental et non pas à partir d'une émotion qui est comparative avec ce que l'on désire et ce que l'on a acquis, l'émotivité. L'émotivité va s'exprimer sous forme incontrôlée par le mental, sous forme de colère, sous forme d'amour dont j'ai besoin. Hein, on peut même aller jusqu'à étrangler par cet amour qui est stimulé par l'émotivité. Une personne qui est trop émotive, c'est une personne qui est inefficace. Une personne qui a des émotions, mais qui n'est pas émotive, c'est une personne très efficace. Le médecin qui opère quelqu'un a des émotions, mais sur l'instant, il n'est pas émotif, sinon il ne pourrait pas opérer. Le sentiment, il est d'ordre astral, donc c'est une perception de l'émotion de l'autre, de ce qu'il vit, mais s'il est d'ordre astral, il vient automatiquement s'incruster dans l'astral, donc il transmet, il te communique et tu expérimentes toi aussi, à ta façon, parce que tu le colores, la souffrance de l'autre. Et si c'est mental, tu vas pouvoir observer, tout voir, mais exactement comme si tu regardais un film et que le film ne te touchait pas. On t'a demandé de regarder et de dire les erreurs. Tu observes, tu vois les erreurs, tu les dis. Donc, tu interviens, si tu as à intervenir. Si tu ne vois pas les erreurs, ben, passe un autre film. Ce qui fait qu'au lieu de t'attacher à vouloir aider 8 personnes et en être incapable, tu vas les oublier, tu en as aidé une en étant capable, ou 2, ou 3, ou 4, ou 8, ou 15. Mais c'est préférable d'être efficace que de vouloir être efficace. Alors, la compassion, ce n'est pas une idée psychologique, émotive, reliée à l'émotivité, qui fait que tu comprends et tu souffres avec lui. Mais non, il y a déjà assez d'un qui souffre, c'est pas nécessaire qu'il y ait un deuxième. On règle rien, on empire. Faut que tu comprennes la souffrance de l'autre comme elle est. C'est pas de dire, ah, je comprends, et moi, s'il m'arriverait ça, je souffrirais moi aussi. Ça, c'est pas ça, tu régleras pas son problème. Lui, s'en balance bien que tu se broyerais toi aussi si tu aurais perdu ta chatte. Pour l'instant, c'est lui qui est dans ce problème-là. Comprendre le mécanisme qui vient régir sa souffrance, c'est te permettre d'agir. C'est de la compassion qui est mentale, la réelle compassion, qui va même te permettre de te mettre en colère s'il le faut pour qu'elle sorte de là. Si on prend l'exemple du Nazaréen, il n'a jamais pleuré. Ou lorsqu'il pleurait, c'est qu'il exprimait certaines choses, mais ça n'a jamais été. On ne peut pas comparer ça à une compassion humaine. À un moment donné, il expliquait quelque chose à quelqu'un. S'il ne comprenait pas, ça finissait là. À un autre moment donné, il expliquait et il comprenait. La personne comprenait. Il y a plusieurs autres mécanismes. On a une compassion qui est émotive, on a une compassion qui est mentale. C'est celle-là, évidemment, qui devrait être exprimée. Alors, qu'est-ce que la compassion? C'est simplement ça, c'est la perception intelligente ou psychologique. La compassion psychologique n'est pas efficace, la compassion intelligente est efficace, par contre, elle est discernative, c'est-à-dire que si tu peux agir, tu agis, sinon tu oublies. Quand tu parles, une interrogation qui me vient, quand tu parles de perception intelligente, là, tu parles du film à un moment donné, puis il y a des erreurs, tu les vois, tu les dis. Est-ce que c'est possible que, bon, toi, dans ta job, t'es planifié à voir telle erreur, l'autre côté, puis il y en a d'autres que tu vois pas. L'autre côté, lui, c'est d'autres erreurs qu'il faut qu'il dénonce, si tu veux. C'est l'ensemble de ça qui crée une harmonie, finalement. C'est-à-dire que plus l'homme va se conscientiser, plus il va arriver à être ambidextre, c'est-à-dire qu'il va être capable de voir les erreurs dans tous les domaines, lorsque cela sera utile pour lui. Dans le début, c'est évident que selon les programmations éducationnelles de chaque personne, on voit certaines choses. Mais l'homme devrait arriver... Ce qui est important, simplement, c'est que la compassion réelle, c'est lorsque tu regardes quelque chose que tu peux corriger, tu corriges, et lorsque tu ne peux pas, tu ne t'y attaches pas. Si tu t'y attaches, c'est l'illusion de la... On en parle d'illusion en soi, hein? Mais c'est l'illusion de la compassion. Tu penses être compatissant, mais tu t'énergises. Tu es égoïste. Puis tu es tout content d'être compatissant. Là, tu dis, les autres sont chiens, les autres sont pas corrects, de pas l'être. Moi, quand je vois quelqu'un qui souffre, ça me touche. Ouais, c'est une mousse de bonne qualité, hein? Puis quand t'es touché, tu fais quoi? À part souffrir. Tu fais rien. Moi, quand quelqu'un souffre, ça me touche pas.
Mais si je peux l'aider, je l'aide. Si je peux pas, ben je l'aide pas. Mais toi, si ça te touche, ben t'es bien mal pogné pour pouvoir l'aider. À part pleurer avec elle, il n'y a pas grand-chose que tu vas faire. Ça va soulager l'ego, mais ça règle pas le problème. Si présentement tu dois soulager l'ego parce que c'est ce qu'il y a de mieux à faire, tu vas être capable de faire comme si tu souffrais avec. Mais en réalité, tu souffriras pas avec. Tu te promènes, tu vois une rangée de fourmis écrasées par les enfants qui sont passés. Ben c'est tout. Si tu vois les enfants en train de les écraser, ben tu peux aller leur essayer de leur expliquer qu'on ne doit pas faire ça. Pas parce que moralement c'est pas bon. Bon, au plus aller, tu peux leur dire que ça va tacher le plancher de leur mère quand ils vont rentrer. Mais tu peux essayer de leur expliquer d'autres choses, dépendant de ce qui se passe. Tu essaies d'agir. Mais là, si les enfants veulent rien savoir, ou une fois que t'es parti, tu te dis, ouais, mais s'ils retournent là, puis ils t'écrasent encore. Crime, tu iras pas faire un bivouac à côté pour checker les fourmis. Tu vas t'en aller en disant, ben, t'as fait ce que t'avais à faire et c'est tout. Tu dois passer simplement pour passer. Quand une fusée monte dans le ciel, elle pousse l'air. Puis en arrière, l'air revient, puis la fusée s'en moque, elle revient pas voir si l'air est encore fendu. Elle poursuit son chemin. Ben, l'homme doit faire ça. Sinon, l'homme passe quelque part, il voit quelque chose, il essaye d'aider, ça marche pas, il continue, puis ça reste avec. Puis plus l'homme avance dans la vie, moins l'homme est capable d'aider, même s'il a de l'expérience. Il a de l'expérience de souffrance. Il peut avoir de l'expérience aussi où il n'y a pas de souffrance, mais il mélange les deux. La compassion psychologique, elle est nuisible. La compassion mentale, ben c'est celle-là on ne la cultive pas, elle va apparaître. Tout va apparaître. Il faut juste s'arranger à éliminer ce qui empêche l'expression. OK, une question ici. Est-ce possible d'avoir une confiance aveugle? Très, très grande confiance en quelqu'un. Exemple, un professeur, un prêtre, un maître ou toi. Très, très, très possible. C'est même plusieurs personnes ont une confiance aveugle. Puis si quelqu'un a une confiance aveugle en moi, qui vient de me le dire, je pourrais crever 2 yeux. Comme ça, mettre complètement aveugle. Quelqu'un qui a une confiance aveugle, cela veut dire qu'il refuse obstinément la possibilité qu'il se trompe. C'est une confiance aveugle. Mais si par hasard, disons, ça se peut presque pas, mais disons que s'il se serait trompé, ben il ne saura jamais. Il pourra s'évertuer toute sa vie d'avoir été, d'avoir respecté, d'avoir honoré, d'avoir une confiance parfaite. Mais c'est tout. Il pourra aussi dire que s'il s'est trompé, ben il s'est trompé. La confiance aveugle, c'est la pire espèce de connerie. Ça élimine le discernement. C'est sûr que les maîtres, les prêtres, les profs, etc., ou Daniel Ken, non, ça je vous le dis sérieusement. Faut vraiment pas me truster. Mais ce qui arrive, c'est que si on a une confiance, ces personnes-là qui ont besoin de disciples pour avoir confiance en eux, hein, parce que si j'ai personne qui m'écoute, je me truste pas, si j'ai plein de monde, je suis bien sûr d'avoir raison, même si j'ai tort. La personne qui a besoin, donc, qui va cultiver la confiance aveugle, c'est parce qu'elle n'est pas sûre d'avoir raison. Si je suis sûr d'avoir raison, je veux travailler avec du monde qui vont être sûrs d'avoir raison. Donc, j'ai pas besoin d'empêcher mon monde d'aller voir ailleurs. Vu que la raison, c'est moi qui l'ai. Mais si je suis pas sûr d'avoir raison, j'ai peur qu'ailleurs il y ait la vérité. Donc, je vais demander à mon monde de pas aller voir ailleurs. D'un coup, qu'il trouverait la vérité et qu'il reviendrait plus me voir. La confiance aveugle, c'est une confiance stupide. Ben, bandez-vous les yeux, promenez-vous sur la rue Sainte-Catherine, vous allez voir, c'est la même affaire. Vous irez pas loin. On peut pas aller plus loin qu'une confiance aveugle. La confiance aveugle, on doit l'éliminer et on doit douter. Ce qui arrive simplement, c'est lorsque la personne n'a pas une confiance aveugle, c'est qu'elle doute. Et la confiance en quelqu'un, c'est pas la confiance en soi, c'est la confiance en l'autre, ça ne nous appartient pas. L'autre meurt, capote, plus de confiance, on gratte les rideaux, puis on essaye de prendre plein de photos du maître, puis on les affiche, puis on les embrasse, puis on bûche ceux qui l'aiment pas, puis etc. On essaie d'entretenir le phénomène, on en fait une grosse statue, et à un moment donné, les oiseaux vont aller faire le crotte dessus pareil. La confiance aveugle, puis là c'est important, c'est que c'est extrêmement sérieux. Si par exemple, vous n'avez aucune confiance en moi, parfait. Moi, si je suis content, ça me soulage d'un gros karma.
Mais ça n'empêchera pas que tout ce que je dis qui peut être vrai pour vous, vous allez le prendre pareil parce que vous allez le comprendre. Puis tout le reste, allez le mettre aux poubelles. Ça ôte rien à moi, par contre, ça vous protège vous autres en maudit. Si j'ai pas confiance en Dieu, mais ça changera rien à Dieu. Il va continuer à exister pareil s'il existe. Il va cesser d'exister s'il n'existe pas. Et la journée que je découvre qu'il était là, que j'ai eu confiance ou non, ça ne change rien, il est là pareil. Puis il y a un Dieu qui a besoin que l'homme voue toute sa confiance en lui, c'est un Dieu bien psychologique, bien humain, créé par la personne qui croit en ce Dieu-là. Le fait de ne pas avoir confiance en quelqu'un, on parle évidemment de confiance en un maître, en un prêtre. Je peux avoir confiance en mon employé, en ma femme ou dans le chauffeur d'autobus, là. Mais le fait de ne pas mettre sa confiance personnelle dans le maître, le prêtre, le prof, ou etc., c'est extrêmement salutaire parce que ça vous laisse votre discernement. Donc, vous allez toujours être capable de dire ce qu'il dit là, c'est vrai, ce qu'il dit là, je ne le comprends pas, ou ce qu'il dit là, pour moi, c'est faux. Mais ça ne changera rien à vous autres, sauf que ça va vous garder sécuritairement les deux pieds à terre. Vous allez pouvoir vous amener vous autres mêmes sur votre propre chemin de sagesse vers votre propre temple de connaissance, pas vous faire embarquer dans le chemin du bonhomme vers son temple à lui. Vous allez être les petits piliers qui vont protéger son temple pour que lui ait la sécurité. Vous autres, vous n'aurez rien d'autre que son énergie à lui, mais vous autres là-dedans, vous êtes des pions. Une confiance aveugle, c'est même très, très grande confiance. Ben, ici, c'est écrit confiance aveugle, très, très grande confiance. Alors moi, je dirais qu'une confiance aveugle, une très, très grande confiance, une très grande confiance, une grande confiance, une confiance. À partir de là, on peut admettre. Sinon, c'est pas ben brillant parce que vous êtes plus vous-même, vous êtes psychologique. Vous n'êtes pas mental, vous ne pouvez pas discerner. Vous n'avez pas une confiance incroyable dans votre auto qui va vous amener à Québec. C'est pour ça que vous mettez la clé dedans, vous la partez. Hein? Après ça, vous la mettez sur drive, vous venez en première, puis évidemment, vous allez la laisser pas en première, puis vous vous en allez. Mais vous pensez quand même à vérifier votre essence, vous pensez à vérifier plusieurs choses. Mais votre auto n'est pas frustrée pour ça. Elle fonctionne bien mieux. Mais si votre auto a absolument besoin de quelqu'un qui pense à rien, ben la journée que ça va casser, ben vous ne pensez pas plus. Vous allez vous poser la question, je comprends pas, pourquoi? Regardez par exemple, tous ceux qui se sont fait ramasser par des personnes, on peut parler de Johnstown avec le révérend Jones, entre autres, qui avaient confiance aveugle, tellement aveugle d'ailleurs, qu'à un moment donné, la majorité était des Noirs, et le révérend leur disait qu'ils n'étaient pas racistes, et qu'il en ferait tous des Blancs pour entrer au ciel. Et c'est sérieux. Et la confiance aveugle a fait que cette chose-là, ils n'ont pas pu la discerner, ils n'ont pas pu voir. C'était logique pour eux parce qu'ils ne réfléchissaient pas. Ils l'avaient dit, c'était vrai. Non. Confiance aveugle, vous devez vous autres discerner. Si ça n'a aucun sens, si vous sacrez votre camp et vous revenez plus, ça change quoi? Moi, mais d'un coup, qu'il avait raison. Puis après, c'est lui qui a raison, lui il a raison, mais tant que toi, tu peux pas avoir raison pour toi. C'est pas parce que confiance que tu as raison pour toi. C'est juste aveugle. Le terme est très bien, confiance aveugle. Si tu as raison pour toi, c'est déjà mieux que d'être sur le bon chemin sans le savoir. Parce que quand tu vas être sur le bon chemin, tu vas pouvoir le savoir, si tu as ta propre raison. Mais évidemment, on doit, dans ce cheminement de raison, discerner la coloration de l'intelligence et l'intelligence. Mais dans la foi absolue, dans la confiance aveugle, etc., on n'a pas besoin de mental, on n'a pas besoin d'être intelligent. On n'a pas besoin de vieillir, on n'a pas besoin d'expérimenter, on n'a pas besoin de tout ce que la vie vous amène. Alors pourquoi la vie vous l'amène? Pas pour vous développer une confiance aveugle. La vie vous pousse à vous rendre compte que tout ce dans quoi vous placez votre confiance est faux. On a confiance en nos parents, et à un moment donné, on se rend compte que ce sont des êtres humains comme tout le monde. On a confiance en nos profs, on découvre la même chose. On a confiance en nous, toujours des illusions, et on finit par se rendre compte qu'on n'est pas parfait. On a confiance en la vie, on se fait encore berner. Et la vie vous montre à ne pas avoir de confiance aveugle.
C'est sûr qu'une personne qui a une confiance aveugle et qui pourrait, par exemple, m'écouter et se faire dire que la confiance aveugle, ce n'est pas un bon état des choses, elle peut en souffrir. Et elle peut même s'en aller tout de suite parce qu'elle ne veut pas découvrir qu'elle a eu tort. Mais que l'homme ait tort ou que l'homme ait raison, c'est un processus normal. Donc, on n'a pas besoin de dégrader ou de flatter l'ego. Mais si la personne fonctionne avec son ego, donc elle ne veut pas apprendre qu'elle a eu tort, ce qui fait qu'elle ne voudra pas écouter. La confiance aveugle en un maître, c'est une absurdité. Tant que la personne peut nous amener certaines choses qui ont une certaine allure, ça va. Mais on n'a pas plus confiance. On doit expérimenter. J'ai confiance que ce qui amène est bon. Mais je l'expérimente. Sinon, à un moment donné, s'il se trompe, ben, on a l'air fin. Puis moi, ben, ceux qui vont faire le PMC ou ceux qui me suivent, ben, de temps en temps, de toute façon, je compte des menteries, je leur compte des pipes, je leur dis un paquet de niaiseries. Puis à un moment donné, ben, il y en a qui partent déçus, mais c'est tant mieux. Moi, je tiens pas à ce qu'à un moment donné, j'ai un gros sac à dos plein de monde en arrière de moi, qui me font confiance. Alors, confiance en moi, absolument pas. Je suis le plus grand filou qu'il n'y a pas sur la planète. Et puis, de toute façon, la moitié de ce que je dis est faux. À vous autres de vous amuser. Mais, c'est ça. Confiance absolue, confiance aveugle. Non. Faut pas. Quand l'homme, Daniel, découvre une vérité, mettons, la conséquence de ça, des fois, il se sent responsable. Et puis, s'il n'y a pas l'énergie pour le faire, la remplir, cette responsabilité-là, il manque de confiance. Mais ma question, c'est un peu, la responsabilité, c'est-tu juste lié au domaine psychologique, puis le conséquentiel au domaine mental? Il n'y a pas de responsabilité ou de problème suffisamment important pour que tu ne puisses pas les abandonner. Ça, c'est un phénomène totalement authentique. Mais, tu devras, en gardant la responsabilité, affronter le karma de la responsabilité, et tu devras, si tu énergises la responsabilité, affronter ce karma-là quand tu l'abandonneras. Si tu veux oublier et ne pas avoir de karma, tu devras arracher une peau, c'est-à-dire que tu devras oublier tout ton passé. La responsabilité, cela veut dire être capable de répondre. Si tu ne peux pas répondre, et quand je dis répondre, cela ne veut pas dire de t'excuser. Cela veut dire que tu es capable d'agir, de faire, et tu le fais à partir d'un phénomène intelligent, donc tu comprends ce que tu fais, et c'est pour ça que tu le fais. On ne pourra jamais venir te blâmer si tu savais ce que tu faisais. La personne qui ne peut pas arriver par exemple, à accomplir ou arriver à la fin de ses responsabilités et qui perd de l'énergie, c'est parce qu'elle avait un concept qu'on avait inculqué dans son éducation qui dit que lorsque la personne devrait être capable de prendre des responsabilités, et lorsqu'elle prend une responsabilité, elle doit la mener à bien jusqu'au bout, sinon elle doit faire tout ce qu'elle peut pour la mener à bien. Et ce concept, comparé avec ce que tu fais, peut t'amener à une déception. Cette déception, elle est mère de la déformation de ton visuel astral, de l'image que tu as de toi. Cette image va donc prendre pour se cultiver l'énergie de l'énergie créatrice, donc tu n'as pas de confiance en toi. Simplement. Alors, ce qui fait que la personne qui a une responsabilité, cela veut simplement dire qu'une autre personne se fie sur elle. Mais si tu n'aboutis pas dans ta responsabilité, moi je n'ai pas à crier, parce que je te connais comme tu es. Ou je te connais comme je pense que tu es. Puis si à partir de ce que je pense que tu es, je te donne des responsabilités qui sont trop grosses pour la réalité que tu es, c'est mon erreur à moi. C'est toujours la faute du patron si un employé agit mal. Pas à l'employé. Tu donnes une responsabilité à ton enfant, puis il fait mal, tu le chicanes. Toi, t'es pas assez intelligent pour voir ce qu'il est capable de faire, puis tu t'imagines que lui, parce que toi, t'es pas assez intelligent pour voir qu'il est pas capable, il va falloir qu'il soit suffisamment capable pour être capable, pour te prouver que tu t'es pas trompé. Voyons donc. C'est ta faute à toi, c'est ta responsabilité, c'est pas la sienne. Celui qui donne des responsabilités aux autres a la responsabilité que les autres aboutissent. Pas en criant, par remettant la faute sur le dos des autres.
Alors, là, le fait de ne pas aboutir dans ses responsabilités, ou le fait de vouloir avoir plein de responsabilités pour se sentir adulte, se sentir un homme ou une femme, ben, c'est des concepts éducatifs qu'on a en nous. L'homme a des responsabilités. La seule responsabilité que l'homme a, c'est d'être heureux. C'est la seule responsabilité que l'homme a. C'est le seul commandement intelligent. Soyez heureux. Soyez. Mais l'homme essaie de définir ce soyez. Le définissant, il le tue, il l'analyse, il met des mots, il définit, il croit que ça, c'est la réalité, et il essaie de vivre à partir de ses idées. Et l'homme ne peut pas être. Il peut essayer d'être. C'est tout. Alors, ce qui fait que la personne qui vit selon ses mécanismes va vivre la déception, va vivre plusieurs autres phénomènes, et elle ne pourra pas arriver à être confiante. Tout est là. Cherchez-le pas, mais ouvrez vos yeux, puis voyez-le. Mais l'homme, il est coloré. Donc, il ouvre ses yeux, il a ses lunettes fumées, et il ne voit pas. Et il essaie de déterminer ce qu'il aimerait. Parce qu'on a toute une idée de ce qu'il nous faudrait pour être sécuritaire. Donc, on exprime tout par le même fait qu'on n'est pas sécuritaire. Et en exprimant qu'on n'est pas sécuritaire, on n'arrive pas à être sécuritaire. Tant que l'homme recherche, l'homme exprime l'inverse de ce qu'il veut exprimer. Tu recherches la paix, tu exprimes que tu n'es pas en paix, parce que tu ne rechercherais pas la paix. Et c'est sûr que si la personne, elle est là et elle ne fait rien, elle est en paix. Mais elle n'a pas nécessairement l'intelligence pour évoluer. Donc, elle aura l'intelligence, elle découvrira les mécanismes, elle souffrira, elle ne sera plus en paix, elle évoluera dans la souffrance, elle souffrira la souffrance pour se conscientiser, elle se conscientisera, elle comprendra les mécanismes qui régissent la souffrance, elle se libérera de la souffrance et elle sera plus haut, sur une autre octave, un autre point de départ. L'homme qui évolue essaie continuellement de rechercher quelque chose, il a une idée de ce qu'il veut, et cette idée n'est pas nécessairement en relation avec ce qu'il veut. J'ai déjà lu un poème, à un moment donné, écrit par une personne totalement spirituelle et religieuse, parce qu'on s'imagine souvent que parce qu'on est dans une religion, qu'on ne peut pas se conscientiser. Totalement faux. Et elle avait demandé plusieurs choses à un moment donné à Dieu, et elle avait prié, énergisé ces choses-là. Et en fin de compte, elle avait écrit un poème, un peu avant de mourir, je me rappelle pas tout à fait du poème, où elle disait « J'ai demandé telle chose et j'ai eu telle autre chose », afin de comprendre l'inutilité de ce que je demandais. J'ai demandé la richesse et j'ai eu la pauvreté pour comprendre les mécanismes qui permettent de connaître et de savourer l'énergie de la richesse. Si elle aurait été riche au départ, elle n'aurait jamais su. J'ai demandé l'amour et j'ai appris à ne pas avoir d'amour, c'est-à-dire j'ai demandé de recevoir de l'amour et j'ai appris à vivre sans amour, pour découvrir le besoin d'amour et pour découvrir comment l'exprimer. J'ai demandé, je l'ai pas eu, mais j'ai eu ce que je voulais. En fin de compte, elle finit. En fin de compte, j'ai toujours eu ce que j'avais besoin, mais jamais ce que j'ai demandé. Mais ça, c'est l'apanage de tout le monde. C'est le problème de tout le monde. Vous êtes bien, vous êtes quand même suffisamment bien, mais vous voulez plus. Mais regardez, peut-être que certains d'entre vous ont déjà vécu des étapes de leur vie où cela allait mieux. Mais si on oublie ces étapes, c'est ça le phénomène d'oublier, si on n'oublie pas, on a un karma, on souffre. Vous êtes drôlement bien, parce que vous êtes habillé, parce que vous avez une maison, parce qu'on peut de temps en temps se distraire. Et se distraire, c'est un luxe que pas beaucoup d'humanités peuvent se payer. Et on est beaucoup à pouvoir se distraire, et même se distraire de nos distractions. Et ça, c'est un luxe incroyable. On est capable d'avoir des choses absolument apocalyptiques. Et l'homme se plaint. C'est évident que l'homme se plaint parce que cette matière ne lui amène pas ce qu'il veut. Parce que dans la matière, il n'y a pas la réussite du corps vital, il n'y a pas la réussite du corps astral, il n'y a pas la réussite du corps mental. Mais l'homme a tout ce qu'il a besoin pour pouvoir cheminer dans l'évolution. On a la connaissance technologique parfaite à cette époque-ci, de même que la richesse, pour amener un contingent de paix parfait sur la planète. Mais l'homme désire. Donc l'homme ne voit pas ce qu'il a.